Good morning, good afternoon. It is an honor to welcome you to the seventh session of the Great Je voudrais Invention. vous donner la bienvenue And today's session is à titled cette Music séance. in All its Aujourd'hui, Glory on va parler Stages. My name is Sean Reynolds. de I'm l'histoire à Associate travers Dean des of années. International Partnerships and Je Media suis at the Sean university. Reynolds, je fais As partie many de of ce you know, qu'on this fait. series is Et a comme beaucoup de collaboration vous of three savez déjà, c'est universities une in the French collaboration de University 3 in France, universités, the National l'université Autonomous en University of France, Mexico, UNAM, l'université autonome and Indiana University in nationale du Indiana. Mexique et aussi And it's l'université really d'Indiana aux my sincere États-Unis. pleasure C'est un grand and plaisir, honor c'est to un be grand honneur joined d'être from the ici beginning with pour such vous donner la particularly bienvenue. Donc, nous new sommes and prêts well-to-do pour commencer collaboration aussi. with our university partners. There is already a strong connection between IU's On Digital a School une of Music grande connexion and aussi avec la faculty in connexion UNAM. I spécifiquement attended pour the l'UNAM. Evergreen concert a couple Et of donc, years ago at merci UNAM, beaucoup. featuring On students continuera and musicians et from aussi both on aura universities performing compositions written aussi by pour avoir une IU's composition faculty. spécifiquement It was pour les facultés. Donc, on a really des fortunate to événements actually merveilleux. have Donc, on mobility continuera happening to do those sorts of things et in avec la person. mobilité, avec ce type And to the Sorbonne, d'événements aussi. the Et donc, la predecessor Sorbonne, of the Jacob c'est le School of Music and prédécesseur Electronics de and l'école et Computing du centre pour la and the Center musique, for Mathematical and pour les Operating centres Music. de musique That center was automatique. founded in Et les centres ont 1966 été fondés en by Diana 1966. After leaving Diana IU, he was an Nanges, associate après professor at the de faire Sorbonne tout ça, from et de 1970 l'Université de to Sorbonne, 1989. et aussi So we de have these tremendous educational 1990. connections between Donc, all on a three des of our connexions institutions. aussi. And part of what we want to do today Et ce is not qu'on only veut have faire aussi, a et stimulating conversation, pour discussion avoir aussi about une these topics, conversation but aussi par also rapport for à our ce qu'on faculty aura, members to explore our et les connections nombres, les further. chiffres de la faculté pour les connexions. Before I give the microphone to the moderator, Avant I de should mention that passer the last session of aussi the year will les be happening connexions in my aussi, hometown nous serons dans and will des take villes place on November d'immigration 17th. et This is pour the last one, but I hope it's not the last moi, je one. l'ai We gardé hope pour to repeat this la dernière series at some occasion, point donc in the on future. continuera. So, without further ado, let me introduce our moderator. Donc, je voudrais Itziar vous Azaria. introduire She's technical notre secretary of modératrice. Elle the est la University of secrétariat de Arts and l'Université Research du and séminaire Artistic de la Creation at recherche et de UNAM. la création à Itziar has l'UNAM. studied composition and Elle a piano from the étudié la Conservatory of composition des Music in panneaux du Tegucigalpa, Conservatoire de the musique National au School of Music Mexique UNAM, à and the l'École School of nationale de University musique of Seville. de l'UNAM. She's a professor Elle est une professeure at the aussi National de, Conservatory of Music, du Fonca conservatoire and Fonciam Fonca, in Fonkiam, creation and pour interpretation la of aria. création Her work de has been performed at the l'interprétariat Nobel aussi qu'on a Prize, pour le manuel International aussi, New Music Forum, pour le Cervantino Festival, and Cervantillo Manitowoc piano et Country aussi International Music Forum. le She's forum aussi. participated in Elle recorded a record fait projects partie aussi des at projets, Mexico les clarinets au Tuba Mexique, la Contemporary tuba Compendium. contemporaine As a pianist, she's a et une pianiste. Elle est spécialiste à la and she's musique designed du various siècle variations 19, of 19e siècle au chamber Mexique. concerts Elle a around the pris different parts of l'éducation. Mexico. Elle a So Itziar, I handed it. joué dans beaucoup de places autour du Mexique. Donc, je vais vous passer la parole. Bonjour, merci beaucoup, Sean. Bonjour à tous ici au Mexique. Bonjour aux États-Unis et bonne soirée en France. Donc, je voudrais vous accueillir aujourd'hui. Donc, on sait qu'on aura une séance très intéressante. On aura de diverses perspectives par rapport à la situation musicale, des perspectives qui seront très contemporanées par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui de nos jours. On fera un voyage vers l'Antiquité, aussi dans des autres continents, dans des autres pays. On aura une histoire peut-être fascinante qu'on aussi partagera et on aura aussi une partie très spéciale avec Tonu Cabo aussi. Je voudrais remercier à tous de cette séance aussi. Et donc, cela me semble fantastique d'avoir
ces façons merveilleuses de travailler. Et donc, je crois que c'est une façon très, très bonne de parler, d'avoir une conversation et à travers de la connaissance des personnes qui habitent dans beaucoup de parties du monde. Donc, moi, je voudrais commencer à faire une présentation d'une capsule qui a été préparée par le docteur Estrada avec la Fondation Estrado ici à la ville de Mexico. Donc, moi, je voudrais vous partager un peu de, de- de la vie de Julio Estrada avant de passer à son vidéo. Julio Estrada, le docteur, il est chercheur de l'Institut de recherche esthétique et fondateur du laboratoire de création de musique à la faculté de musique. Il est aussi un professeur dans le programme de doctorat de musique. Il fait partie de l'Académie nationale des sciences et aussi de Caro avec Kylie Gann. Il est le co-auteur avec Jorge Gil avec de la musique et Tres Amables Booleanas et aussi de Music Wind, la théorie d'un, et aussi il a les sons et les chansons cassées, une imagination, une réalité continue. Il est l'auteur aussi de musique indigène, de musique latine, musique pour l'informatique, de la philosophie de la musique, philosophie de la théorie musicale et de l'imaginaire musical. Après cette bref introduction, on va faire l'introduction d'une capsule et on commencera à vous partager qu'après on fera une présentation de John Gibson de l'Université d'Indiana et après on fermera avec Frédéric Billet qui sera notre présentateur pour fermer cette séance. Donc, on voudrait vous inviter à faire poser vos questions, partager vos commentaires. On aura une conversation très, très intéressante. Donc, je voudrais vous partager la conversation avec Dr. Estrada. J'espère que vous pouvez continuer à travailler avec les professeurs de la ville de Mexico. Nous sommes ici à Las Águilas, à la ville de Mexico, vers le sud de la ville. Ici, la maison est un bâtiment très original que tiene una parte de vivienda qui a une partie qui est résidentielle et une autre partie qui est un atelier pour la création de la musique. a la entrada. Ici, à l'entrée, Tenemos murales. on a des murales. Ici, à gauche, 4 platos blancos on con a cette peinture murale dans ces muraux. On a 4 plates avec 4 cercles jaunes avec une serpente longue à droite. On a une autre peinture murale qui est près de l'atelier et près de la maison avec 2 poissons. On a aussi 2 plats blancs et jaunes. Si on continue en marchant vers le fond, on a une escalier très particulière, sans un support. Pourquoi? Parce que si on utilisait une espèce de pièce là-bas qui empêcherait de voir la peinture murale ou une rampe, on bloquerait là. Donc, dessus les escaliers, on a un jaguar et dans la partie haut, on voit que il y a une aigle qui monte, qui a une figure qui représente l'eau.
sur les pieds. hermoso jardín muy cuidado. Au fond de cet espace, on a un jardin très beau. A la derecha hay un À espacio droite, que fue en algún momento il y a un espace que qui después convirtió a été en utilisé comme quita o bureau au passé, mais après, il est devenu un dépôt pour l'eau et como continuación l'approvisionnement de toute la maison. donde están los dos peces. Et si on continue à voir la peinture murale avec les deux poissons, on voit un foyer. Después vendrá un pequeño baño, Après, on aura un petit toilette. una recámara. Et Dicha recámara está conectada après, une chambre qui est connectée par une petite porte con el estudio y con la à biblioteca. l'étude et à la bibliothèque. Pero en ese vestíbulo, que es un Mais lugar para dans cette vestibule qui est un endroit pour réfléchir près de l'escalier, lo primero que se ve es una mano la première chose qu'on voit est une main droite. al opuesto. Se encuentra al Du fondo côté opposé, on a vers le fond, près de la chambre, une main y entre gauche. ambas manos se encuentra Et entre les deux mains, con una figura on a un simétrica de un sol mural, al une mismo peinture murale avec tiempo. Una un figura soleil symbolique de rayos avec une lune en même temps. C'est une figure qui est dentro de unas formas geométricas. à la lumière du soleil. Esta figura se verá después On a une arriba autre position vers la terrasse posición où on voit le soleil qui est, en donde aparece je ne sais pas si avant de se coucher, de meterse on voit les cieux seulement, les cieux du soleil, los ojos quelque chose qui couvre y algo le soleil, peut-être une montagne. Donc, à l'intérieur de la cuisine, y las hornillas il y a en extremo primitivas, muy sencillas. une cuisine avec un équipement très, très simple. En esa cocina fue donde pude charlar por primera vez con Nancarro cuando vine Moi, visitarlo j'étais en pour la première 1969. fois, je me rappelle assis dans cette cuisine pour parler avec Giancarlo. Moi, j'avais l'intérêt de découvrir qui était lui, comment est-ce qu'il était et spécifiquement pour écouter sa musique. Un amigo músico Un ami qui est musicien, de mi padre qui était les familiers d'un ami de mon père. Il était un réfugié espagnol de la même manière que mes parents. es el Donc, conducto a través del cual ça, c'était la relation que j'avais avec lui. Donc, c'était la manière dans laquelle moi, je lui ai connu. Donc, on a pris un petit café dans un café italien. On a fumé les cigarettes idem français. su estudio. Et donc, nous sommes passés à son étude. Un estudio que me C'était une étude qui m'avait surpris à cause de sa teneur. Toutes les murs étaient couverts par des livres, par des encyclopédies, par des magasins. Et donc, que tenía revistas que yo acababa de il avait des magasins que je venais d'acheter et il les savait déjà. que él las tenía Et donc, moi, j'ai vu qu'il les savait déjà. C'était des magasins muy inusuales la mayor parte de ellas. très, très spéciaux, je dirais. Me descubría también que tenía Et moi, j'ai vu aussi qu'il avait des livres, par exemple de musique contemporanée, qui étaient impossibles vraiment d'obtenir en Europe, à Paris, par exemple. C'était impossible de les savoir ici au Mexique. Mais il avait créé une collection espléndida, splendide, magnifique, unique, pas tout le monde avec tous ces éléments, partituras, claro. et aussi avec Una de las cosas des que pièces musicaux. enseguida me invitó Moi, j'étais invitée à écouter sa musique. y ahí fue donde Et c'était là
où moi, j'appris qu'il était très simple, comment est-ce qu'il a utilisé les pianos mécaniques. Et donc, il m'a offert de m'asseoir et donc de commencer à écouter la pièce. C'était très différent. Ici au Mexique, qui aurait pensé qu'on aurait un musicien qui créerait de la musique qui était très différente de la musique mexicaine. Donc, c'était presque incroyable qu'on aurait un musicien qui écrivait ou créait ce type de musique de jazz qui n'était pas du tout lié à la musique mexicaine. C'était pas du tout similaire autour du XXe siècle au Mexique. Et donc, c'était vraiment différent de ce Que musique qu'il avait préparé. Parce que si on parlait de la musique contemporanée dans cette époque-là, on avait peut-être, je ne sais pas, l'héritage de l'école de Vienne, mais on n'avait pas vraiment musique de l'école américaine. carro, digamos, podría vérsele que proviene Donc, desde on peut voir qu'il venait de Charles Sykes, qui était l'inventeur, de Henry Dixon Cowell, gran teórico del siglo les XX, théoriques un hombre que encontró du XXe siècle, un homme qui a trouvé duraciones rítmicas la duration rythmique, la sonorité un continuo de qui faisait partie d'une continue de séquences, une même matière. en esa Donc, dans dirección cette direction-là, Giancarlo de todo su trabajo, Giancarlo, il a vraiment centré tout son travail una música hecha a pour partir de créer una une musique à concepción partir d'une conception original originale, e inédita del inédite du temps. Este es el espacio Voici l'espace privé privado de création de aproximadamente 40 des metros cuadrados, 40 mètres carrés, peut-être 8 por 5, 8 et 5 mètres chaque côté. está incluso Il est protegido même protégé acústicamente en la parte de arriba acoustiquement si on para voit generar un les toits resultado afin d'avoir y también para un no beau invadir son et aussi pour ne pas envahir ou de ne pas être envahi par les sons de los muros l'extérieur ou de l'intérieur. Tous les murs de cet espace estaban llenos de libros, étaient todos, pleins de livres. libros dificilísimos de Livres conseguir, très, très libros spéciaux, especiales très de música, difficiles d'obtenir. revistas de Tous, música, c'était des livres todavía quedan algunas de por ahí. musique. On a aussi des magasins, comme je vous avais dit Los déjà. libreros Ici, formaban una dans ces murs, on avait une espèce de bibliothèque musicale privilégiée qu'on n'avait quizá jamais vue au pays et peut-être, je crois qu'on n'avait aparte de pas conseguir beaucoup par allá tout le monde. en Et donde se aussi à dedicaba, l'atelier, por ejemplo, 6 meses del año a 6 perforar mois, los ce rollos de qu'il papel. faisait, c'était de faire la perforation Pero antes de ici hacer du eso, papier de piano. lo que hacían Et avant cela, ce qu'il faisait était de travailler mesa alargada, sur un del table tamaño long de de cette lo que taille está puesto avec la ahí. dimension de ces Ahí panneaux. había ideas muy Donc, on avait curioso, aussi raro des también. choses très Como su sympas. ella evolucionaba en el tiempo con la idea On avait une évolution que iba desarrollándose. au long du temps. Giancarlo tenía L'idée était développée. Ici, on avait del rollo, un instrument pour faire allá donde colocaba el rollo. simplement Los podía ici para un lado o para otro. la colocation El du rollo, papier antes de ser et perforado, cet tenía ya instrument junto a ou plumas ces marcados los lugares instruments pour faire un rouleau du papier eran las alturas devrait être específicas perforé avec l'auteur spécifique qu'il voulait utiliser. y no solo una. Et non seulement un, mais beaucoup. Para serle más fácil el trabajo, Pour faciliter son travail, en esa mesa, delante de esa mesa, un banquito
En face de la table, on avait une petite banque con unas ruedas y unos avec des roues. rieles. Aquí están todavía las marcas de esos rieles. On a encore les marques de roues. C'était sympa, c'était curieux, c'était Diseñó réel. espacio para Il a trabajar fait cómodamente. la Aquí se podía conception, le pasar dessin de son 8 espace de travailler pour rester ici au long de 8 heures pour faire la création de sa musique. Une autre situation dans ce temps-là días las dedicaba a leer. que je voudrais vous partager, c'est qu'il lisait au long de 4 heures, mais cela s'est passé Horas là-bas à sistemáticas. la bibliothèque, mais il Las lecturas eran a dédié 4 heures tous les jours pour lire tout le type de sujets. Non seulement sur la musique, tous les livres, tous les magasins, il les avait lus, mais il continuait à acquérir la connaissance. Il était très, très jeune quand il avait commencé à lire, à apprendre par soi-même. Et c'était une personne qui était très, très bon. Il comptait tout à partir de lui. C'était possible pour lui de gérer, par exemple, la technologie. Était peut-être pas vraiment apprécié. Par exemple, qui pourrait être père de piano. Donc, il était invité à la salle Manuel M. Ponce à Bellas Artes. Il avait amené un de ses pianos, mais il était détruit. Il était très, très triste à cause de cette situation-là. Et de telle manière que cet espace, ce confinement dans lequel il était, placé par lui-même, sont la réponse à un moyen qui n'était vraiment préparé pour comprendre qui était lui ou qu'est-ce qu'il ferait. C'était qui Giancarlo? Un homme extrêmement intelligent, illustré, extrêmement créatif, cuyas ocurrencias en música fueron dont tales idées dans la musique étaient brillantes, magnifiques, parce qu'il était très évolué dans son époque, mais il faisait tout d'une manière manuelle, comme je vous avais dit. Il faisait des perforations sur les rouleaux des papiers selon ce qu'il pensait que c'était son imagination musicale, selon le temps et sa conception du temps. On lui avait demandé une fois, c'est quoi le temps? Le temps de la même manière que l'Einstein l'avait conçu ou les temps idéaux, les temps de la géométrie, les temps des proportions. C'est un temps qui est rationalisé, les temps comme une réponse aussi. Les temps, si on pense à Einstein, donc ça serait par exemple conformément à ce qu'on fait. Et je pense que sa musique était plus similaire à la musique de Bach. Quelle était la pensée de Giancarlo? Il pensait à une géométrie du temps. Par exemple, il parle d'un temps initial. Il faut parler d'une duration de 10, mais dans des proportions plus simples, plus petites. Que es muy singular que en México et de 1940, quand Giancarlo est venu jusqu'à la date de sa mort, on avait développé une chose incroyable. C'était la découverte du continu dans la musique à travers du temps. Giancarlo a créé ce qu'on appelle les continus, la permanence qui va de la portée macro à micro, dans des micro-durations qui n'étaient jamais conçues par aucune musique, par aucun musicien. C'est curieux. mínimas partes, mínimas, hasta que se borra Jusqu'au moment
l'impression d'un de point otro. Se est borra la impresión effacée. de intervalo. L'intervalle, la pause entre un point et l'autre. Et de cette manière, et même on parle d'une opposition dans beaucoup d'aspects aussi, d'une manière politique. Et donc, de cette manière-là, on a créé une nouvelle école pour la musique de tout le monde, c'est-à-dire l'école du continu. Comme je vous avais dit, c'est une école qui va donner une signification particulière, singulière au Mexique, comme un pays des musiques différentes, comme un pays qui continue à suivre les courants innovatrices américaines des États-Unis qui ont créé une musique différente de la musique de l'Europe, y compris Carrillo, même s'il avait une origine européenne. Jean Carlos a été un des premiers de la musique et comme tel, il était inconnu comme les pionniers. Il n'est plus le pionnier, il est l'homme maintenant le plus important de la musique mexicaine de la deuxième moitié du 20e siècle. Il est en fait le musicien le plus important des États-Unis de la deuxième moitié de ce 20e siècle. Encore une fois, je m'excuse. Il nous semble qu'on avait fini avec les vidéos. Donc, c'est une petite vidéo de la fondation de Giancarlo. On vous remercie vraiment. C'est une histoire que je trouve fascinante de Giancarlo. Donc, c'est très, très bon de connaître quel est le lien entre les États-Unis et le Mexique, avec une histoire très fascinante. Et de la même manière, de la même façon qu'on voit sa maison, c'est un espace qui est en train d'être réparé, restauré. Et donc, on continuera à progresser afin de jouir de l'architecture de Gormand et de la musique de Giancarlo dans cet espace original. Après cette petite discussion dans laquelle on a connu comment est-ce que ici les musiciens faisaient d'une manière artisanale, même ici cette composition à travers de la perforation des rouleaux de papier. Donc, on a aussi une situation qui est totalement différente dans le principe qui est aussi la base de la musique électronique, acoustique. Et on connaîtra les processus créatifs de compositeurs qui parleront aujourd'hui aussi de ce processus qui est très, très intéressant. Je le trouve intéressant. Donc, on aura l'information directement des créateurs pour savoir comment est-ce qu'ils pensent à sa création, à son œuvre. Donc, moi, je veux lire la biographie. On a John Gibson qui fait de la musique, la électroacoustique qui a été interprétée par tout le monde au Festival de musique de Séoul, les festivals Bush, Synthèse en France, les symposiums brésiliens de musique par ordinateur, la conférence de musique de l'Australie et dans des autres endroits. Son album est disponible à Centaur Everglade Innova et Seymour. Il a reçu de prix de l'Académie de Guggenheim et Ime Bush, c'est l'Académie des États-Unis, et la Fondation Amaro aussi. Il a un doctorat de l'Université de Princeton et il enseigne à l'école de l'Université d'Indiana où il est le directeur de la musique électronique et par ordinateur. On a aussi Jill Wang. Moi, j'ai un très grand plaisir de la voir. Elle est une compositeur
Elle est une interprète aussi. On a des instruments basés sur des données. Les compositions de Wang ont été faites aussi dans la conférence internationale de musique par ordinateur, la musique aussi acoustique de Beijing, la Société de musique électroacoustique dans les conférences internationales des États-Unis et aussi à la ville de Nueva York ou New York. Et dans les Future Music Prologue Concert, Biennale of Contemporary Art et le Conservatorium Pedalowski de la Polonie et aussi la conférence de Taïwan. Elle a un doctorat aussi de l'Université d'Oregon. Elle est diplômée comme ingénieur de musique de l'Université de la Chine. Donc, nous sommes ici prêts pour recevoir les créateurs et donc on va passer la parole à tous les deux pour qu'ils partagent leur création. Donc. Merci beaucoup de cette introduction aussi. Je voudrais vous remercier, professeur Estrada, spécifiquement pour cette présentation qui était même poétique. J'ai aimé beaucoup. Donc, on va parler du Centre pour la musique électronique et par ordinateur. Comme vous le savez, les centres fait la création de la musique principalement. On offre de cours pour des étudiants, des concerts de la musique aussi. Donc, merci. Sean Reynolds aussi. Il était la première personne de l'université qui faisait de la musique électronique entre les années 1960 et 1970. Donc, aujourd'hui, on va parler de divers aspects de la musique électronique. Moi, je voudrais vous informer qu'on ne parlera pas aujourd'hui de la musique danse électronique, si on parle de ce genre de musique. Non, on parle de la musique qui provient de la musique d'art européenne. Donc, moi, je vais faire une révision. On restera centré à la musique et Chihuahua aussi va parler de manière plus intéressante de jouer la musique électronique. Donc, moi, je voudrais connecter Nankaro avec la musique électronique, même s'il ne faisait pas de la musique électronique. Ces méthodes étaient similaires à des choses qu'on utilise aujourd'hui. Donc, on va parler aussi du compositeur Milton Babbitt qui faisait rarement, qui est curieux, qui était très similaire. Donc, Babbitt est travaillé pour créer dans le synthétisateur. Et c'était une espèce de clavier. On voit à notre image. C'était Columbia, Princeton. Il faisait partie de ces centres musicaux. Donc, les synthétisateurs, c'était partie de cet équipement qui est contrôlé par un mécanisme qui est, encore une fois, un rouleau de papier que je trouve très similaire à ce qu'on a parlé. C'est très similaire au travail de Nankaro et de Babbitt, et le synthétisateur aussi. Il aussi jouait les pianos, mais avec un résultat différent. Donc, ces deux compositeurs vraiment n'ont pas une similarité musicale, mais ils faisaient des expériments avec le rythme aussi, avec les outils, avec ces machines pour faire des expériments et qu'il ne serait vraiment possible
d'avoir, par exemple, aujourd'hui, je pense que les artistes aujourd'hui ne pourront pas vraiment avoir une présentation comme laquelle qu'il faisait dans ce temps-là. Donc, moi, je voudrais vous partager un peu la composition du synthétisateur de Babbitt pour que vous compreniez quelles étaient les clés qu'il touchait. Ah. So that is very raw sounding. Donc voilà, c'est un son très primitif, son très brut, très cru. Donc c'est un expériment qu'il écoutait sans faire une division, par exemple, magnétique. Donc Babbitt n'était pas intéressé dans de nouveaux sons et dans ces dispositifs. Donc, pour lui, donc si on parle de ce type de sons, par exemple, mais la plupart des personnes aussi qui travaillent avec la musique électronique aussi, et qui font une exploration aussi, qui ont par exemple un point très important aussi, et pour l'électronique. Et ils se sentaient dans tout ça, donc on aura une pratique aussi To create tape music, that was the term for pour it. créer. And so I thought I would show you just one example of this by a composer named Et aussi un compositeur qui était Elian Radig, qui travaillait en France. She was performing her own experiments with electronic music, and these were very, very different. Et donc, cela, c'était très, très différent. Donc, on ferait aussi, je ne sais pas, utiliser des microphones. C'était le monde des sons. Mais non, vraiment, on n'avait pas une pensée basée sur les notes, mais sur les sons. So very, very different from Babbitt's C'est très, music. très différent de la musique de Babbitt. On a un contraste si on pense aux notes, au son, et qui est central à la musique électronique. Donc, quelques compositeurs veulent trouver un balance et ils font la combinaison de ces instruments acoustiques et électroniques. On a Bernard Parmigiani de la France, Mario Devadowski de l'Argentine, des années 1960 environ. Et donc, nous sommes, par exemple, dans des salles de concert. 100 personnes, par exemple, sur le scénario. Donc,
Parfois, on pourrait penser que cela était un peu dépressif, mais donc c'était une façon de voir comment est-ce que les artistes indirects le faisaient. Called synchronisms. Ici, on voit les synchronismes de divers instruments. Donc, moi, je vais partager ici Just a little bit of the score. les pianos. Donc, ici, je mets la feuille de musique. On voit ici la partie qui était enregistrée. Et aussi, on peut voir les notes, comment est-ce qu'il utilisait cette espèce de cassette aussi. Et on a une connexion qui est très, très proche. On va l'écouter. So that's a really incomplete survey of C'est une historical pièce trends in très, electronic très bref de l'histoire de la musique électronique. Plus récemment, et il est plus commun ici pour que les playing the electronic compositeurs and utilisent to un include ordinateur pour live reproduire la partie électronique et après, on a une transformation indirecte des instruments, de toutes les pièces qu'on utilise. Donc maintenant, je vais partager une autre piste, une de mes pièces en fait, c'est des trompettes, un peu de trompette et les trombons et de la partie d'une cassette qui était enregistrée aussi. Moi, je n'ai pas les contrôles de l'enregistrement sur la cassette, donc on through a utilise aussi les microphone. instruments Then à it travers d'un analyzes microphone et on fait l'analyse et donc il faut reproduire la partie correcte. Donc, on va écouter un peu d'écho qui d'une manière dissident, fractionné pour parler. Et parfois, c'est un peu difficile de savoir qui était la source qui a produit les bruits ou les sons, par exemple, un être humain ou un ordinateur. Donc, on a aussi de pistes de fond. Donc, on écoutera les deux instruments. Donc, on aura aussi les cuivres qui vous écouteront. Donc, on va l'écouter.
So I'd like to close my Donc part. maintenant, moi, je voudrais euh, finir ma partie aussi pour connaître les exemples que ce sont les pièces qui ont été composées par nos étudiants, Jusek Saul, Patrick Lance. Donc, et aussi les pièces de Patrick, un ordinateur et une peinture en direct. Et les sons est créé directement de l'instrument qui est joué par les musiciens. Et on a aussi un contraste entre les instruments acoustiques et Patrick a un son électronique qui est dans une espèce de quartet de cordes. Les violas aussi. Et je ne sais pas si les vidéos vont supporter ici. Je crois que le vidéo n'est pas combinable de reproduire ici sur Zoom, mais donc on vous invite à visiter les sites web. On va partager les liens sur le chat, mais il faut aussi apprécier les deux pièces, s'il vous plaît. Donc, on va vous attendre, s'il vous plaît, si vous pouvez l'attendre. Merci. Okay, hopefully you have had a chance to Donc, listen. j'espère que vous avez l'opportunité, l'occasion d'écouter la pièce. Et maintenant, je vais passer la parole à Chiwang. Et donc, elle va parler d'une façon différente de faire comment jouer de la musique. Merci, merci. C'était une musique très, très belle. Merci de votre présentation aussi. Bonjour à tous. Je suis Chi Wang. Je fais partie de l'école de musique de Jacobs. Donc, moi, je vais commencer ma brève présentation en remerciant Mali pour l'invitation aussi, à tous, à Lucero pour la coordination ici et aussi à l'interprète. Donc, merci de m'avoir donné ici l'occasion de partager mes pensées. Donc, maintenant, je vais partager mes diapos. My research focused on computer music composition and performance. Et My maintenant, moi, je vais partager comment est-ce que j'ai fait la création, comment est-ce qu'on fait la facilitation de la différence entre un son de l'être humain, une expression à travers des instruments. Et ce sont quoi les instruments? Comment est-ce qu'on a la musique? Si on fait une présentation en direct, la présentation musicale est pour faire que la musique se passe. Donc, je pense qu'on le sait tous. Et donc, cela va entraîner les mouvements des moyens, par exemple, les sons de la terre à travers de l'air, ou la manipulation afin de créer un son d'une manière intentionnelle aussi, et pour bouger et pour faire des contacts et pour avoir aussi un contact. Et à niveau traditionnel aussi, la musique a aussi décidé que la force soit projetée autour du corps aussi à travers des mouvements, et aussi les mouvements qui doivent être d'une certaine façon liés à ce qu'on fait et dans des manières multimodales. Et si on les fait à travers du monde et autour de plus d'un indicateur. Donc maintenant, on aura deux types d'instruments. On a un qui est à gauche, c'est les pianos. Donc, on les comprend très, très bien quelle est ici l'expectative qu'on a. Aussi pour le dispositif et pour l'instrument de musique. Donc, les instruments ont été fabriqués par l'être humain pour faire
thousands la of production the de management pièces of those musicales, instruments were and are played with on, very on a emotional aussi insertion of force, with une which the force instrument resonated. avec laquelle on a Piano, une we résonance know that, de l'instrument, le the piano, striking comme of on keys le is sait. going to, Si sound like on middle C. touche les clés, While par on the exemple, right, ce the qu'on appelle le vocab middle C, data-driven instruments are fundamentally different. on sait qu'on a aussi un autre instrument pour un son qui a une traduction spécifiquement pour ce qu'on essaie de faire. Device and it's not On designed for sait musicians que, to par exemple, une tablette, c'est à peine un appareil. On a des fonctions de la même manière qu'un ordinateur. On a un système de logiciels opératifs, mais cela n'était pas conçu pour la production de la musique. On a ici les claviers. C'est une espèce de carte musicale. C'est comme si c'était aussi comme s'il s'agissait d'un appareil numérique. Mais il faut savoir spécifiquement si on touche une clé, donc on produira un son. Ou on aura aussi, comment est-ce qu'on aura un petit ovale avec une ligne où le son sera produit à partir de ces actions. Dans cette image, on voit une clé d'un piano en mouvement avec une fonction aussi. Donc, c'est très, très compliqué ou un peu complexe aussi. And in data-driven instrument, where you have the initial data to start with, and then you go through a mapping layer where anything can become anything. So the mapping layer is also something very complicated, could be sometimes complicated in the algorithm to define what will become what. But essentially, instrument, both acoustic musical instrument and computer music instrument, data-driven instrument, both will have this mapping layer. And in what form those data-driven instruments will exist? And I think it comes with a variety of forms. For example, those are some of the interfaces that we see commercially available. And sometimes some of them are like, for example, the Switch Joy-Con, the Wiimote, the Xbox, the Game Track, the Leap Motion. Some of them are game controllers, some of them are utilitarian device. And on the top lower right corner, there's a Blue Air instruments that are fabricated and designed specifically. And of all those interfaces, although they have different forms and we have different ways to interact with them, but fundamentally they are comprised, they are put together via using those buttons and faders. So buttons and faders are essential in becoming part of this data-driven instrument. And data also have personality. That's one of my favorite part to share always. For example, yes. For example, in this. Par exemple, si moi j'ai utilisé dans les mouvements qu'on a, on a de courants de données qui provient aussi, même disons la même chose, c'est parce que cela n'est pas fabriqué pour produire
are really different and jittering in des some ways. données précis ou To convert d'une them manière to the aussi accurate pour data, avoir I aussi would une like conversion. to embrace those Donc, variations moi, je voudrais so aussi that we always avoir able ces to produce déviations different afin musical que expression and results. on produit tout le temps une expression musicale et des résultats musicaux aussi. Et maintenant, moi, je voudrais partager des exemples avec vous, Work. des If you travaux qu'on fait. Et donc, si vous pouvez aussi page that aller à la même page que le professeur Gibson a partagé, la deuxième et la troisième qu'on a vu aussi comme partie de cela, de la même manière qu'Oliver. Oliver a utilisé les contrôles aussi. And Shu Peut-être Yulin vous les connaissez déjà. embedded the remote controller into Et reimagined that controller and added a feather on top of it and interacted with a wine glass. Et donc, So on l'a fait d'une manière interactive. Donc, c'est un événement qui fait partie de ces instruments. Donc, vous verrez cela. The second link that you are going to see is our two excerpts from my Et aussi, first piece is impression of the pagoda, where I use on a l'impression aussi, on utilise les tablettes aussi pour action reaction, where I use two game track controllers and using those. On aura des autres contrôleurs aussi pour faire des dessins et pour jouer en même temps. Donc, je ne sais pas si vous pouvez go to the link. Cliquez sur les liens que je vais vous partager. And so it'll be about 4.5 minutes in total. And that will be On aura 4. okay. I think this is about 4.5 minutes. Voilà. Donc, je pense que c'est assez de temps pour avoir écouté tout ça. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté aujourd'hui. Merci à tous de votre attention. Merci beaucoup. Agradecemos muchísimo a Chi y a John. On voudrait vous remercier, Chi, Joe, de cette exposition magnifique sur la musique électronique, électroacoustique. Pour être si honnête, moi, je pense que c'est très créatif. Et donc, cela nous amène à ouvrir ici l'espace. Donc, c'est très intéressant de créer tout le type de création et des créations qu'on a et qu'on continuera à avoir pour continuer et qui nous aidera selon la nature de notre temps, des besoins actuels qu'on a à l'intérieur de notre recherche comme des artistes. Et après, aussi, peut-être on parlera des autres situations, des autres points. Donc, je voudrais vous inviter à faire des commentaires sur ces sujets que nous sommes en train de partager par rapport à la musique parce qu'on ne sait pas vraiment le type de musique qu'on a et parfois on parle des autres aspects musicaux qui sont de plus en plus connus pour des autres. Mais je ne sais pas si vous avez des doutes par rapport à comment est-ce que ce type de musique est créé ou des autres commentaires. Donc, je pense que tout ça sera toujours bienvenu. Maintenant, c'est le moment de présenter notre panéliste de l'Université de la Sorbonne qui va nous inviter à faire un tour. Peut-être on pourrait être plus sympathique avec les personnes qui ont, je ne sais pas, touché
encore la première fois. Et pour moi, c'est magnifique de savoir comment est-ce que les personnes utilisent les outils pour ouvrir et je ne sais pas, ouvrir un chemin. Et pour moi, c'est très intéressant de savoir que au-delà des frontières, des langues, donc on continuera à comprendre ce qu'on fait comme des êtres humains. Et maintenant, voilà, je veux présenter Frédéric Billet qui va présenter la dernière partie de notre séance d'aujourd'hui. Il est maintenant le prof de musique médiévale à l'Université de la Sorbonne. Il est directeur de l'Université d'art et d'iconographie de l'Institut de recherche de musicologie de l'Université de la Sorbonne. Medieval y los Le domaine de recherche le plus important est les paysages de la Moyen Âge. Il est le responsable de l'iconographie de l'âge moyen. Il est soutenu par la ARE. Il fait partie du COIR et un partenariat médiéval aussi entre les États-Unis et la France. Et il travaille aussi pour la reconstruction archéoacoustique. Donc, il fait des travaux très, très intéressants. Donc, on vous remercie beaucoup, Frédéric, d'être ici pour nous partager votre expérience, vos connaissances. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis très heureux d'être parmi vous. Très heureux aussi d'avoir retrouvé le maître Julio Estrada que j'ai rencontré à Mexico, qui parle très bien français et qui a fait une partie de sa vie à Paris. Et très heureux d'avoir entendu les collègues d'Indiana sur les créations et musique contemporaine. Et moi, je vais bien sûr vous emmener dans d'autres périodes, puisqu'on va partir de l'Antiquité jusqu'à nos jours, et non pas sur la création musicale elle-même, mais plutôt une recherche qui s'intéresse à l'interprétation, puisque nos travaux intéressent plus particulièrement les interprètes, notamment pour la recréation des répertoires anciens, comme la musique médiévale par exemple. Et on s'intéressera dans cet exposé aussi aux musiques traditionnelles du Mexique, puisque nous avons également un partenariat important avec la UNAM. Donc, j'ai intitulé mon propos « La harpe simple », qui va de l'Antiquité à la harpe en carton. Et finalement, c'est dans le thème de notre partenariat, notre échange entre les trois universités. C'est quand même une grande invention, cet instrument de musique, qui a commencé sans doute dans des origines très, très anciennes, avec certainement un arc pour la chasse, des cordes tendues sur un arc et progressivement la caisse de résonance qu'on va retrouver également sur des tombeaux égyptiens. Et il y a une grande association internationale qui s'appelle ICONEA, qui travaille beaucoup en archéologie musicale et qui nous montre sur des documents très anciens qui sont presque 3000 ans avant notre ère, ces instruments de musique. Et vous voyez ici, c'est la ville d'Our, je vous montre un peu sur la carte où ça se situe à peu près. Voilà. Et vous voyez que cet instrument, on l'a retrouvé dans des fouilles archéologiques. On voit même quasiment le dessin des cordes ici sur l'écran. Et dans ces fouilles archéologiques, on peut reconstituer des instruments de musique. Et ici, au British Museum de Londres, grâce à Richard Dunbril, il y a eu la reconstitution de cet instrument très ancien pour essayer de comprendre des musiques dont on n'a pas de notation, mais beaucoup d'explications et aussi beaucoup de notations par rapport à la théorie musicale. Voilà, donc on voit aussi les décors magnifiques de ces instruments très anciens que vous voyez ici sur l'écran. Alors on a d'autres endroits où
comment dirais-je, l'instrument est représenté, comme ici à Ninive, 700 avant notre ère. Alors, vous voyez les harpes qui sont sculptées au bas de cette plaque, de même que vous voyez ici sur ces deux représentations, ces harpes qui ont des formes quand même très très différentes et qui nous font hésiter d'ailleurs entre deux types d'instruments qui seraient la harpe d'un côté et la lyre de l'autre. Alors là, je rentre dans mon domaine de compétences puisque moi je suis un professeur en musicologie médiévale et donc on voit arriver cet instrument progressivement dans le monde médiéval occidental. Et là, vous avez aussi l'hésitation entre ce qu'on appelle la lyre ou la harpe. Mais il faut savoir que dans la langue française, le latin, la langue d'oc, la langue d'oïl, il y a beaucoup d'hésitation sur la manière de nommer les instruments. Donc, ce n'est pas ce qui est le plus important. Vous voyez sur ces images, on a plusieurs types d'instruments. Ici au centre, un instrument un peu triangulaire qui ressemblerait à une sorte de harpe ou de lyre, et un autre instrument sur la droite qui pourrait être une lyre. Ici, vous voyez, et c'est là qu'on rentre un peu dans la modernité de ce que font mes collègues. Nous avons créé à Sorbonne Université, en partenariat avec Columbia Université aux États-Unis et la UNAM au Mexique, nous avons créé une base de données qui s'appelle Musiconis et qui permet de rassembler, de collectionner les représentations de la musique médiévale, telle qu'elle est représentée dans les manuscrits, les sculptures, les vitraux, enfin beaucoup de supports possibles. Et à partir de ces images et ces représentations, nous avons fait beaucoup d'analyses très précises qui vont aider les luthiers, les interprètes, ceux qui analysent l'histoire de l'art et l'histoire de la musique pour mieux connaître ces instruments. La plupart de ces instruments ont disparu, donc il s'agit de les retrouver à partir de ces images. Donc je vous invite, et bien sûr, à aller voir ce site Musiconis, où vous trouverez dans les 3 langues toutes les informations que nous avons pu rassembler et sur lesquelles nous travaillons. Donc, si par exemple, je fais une demande à propos de la harpe, que vous voyez ici, on a immédiatement des images qui s'affichent et vous pouvez choisir en fonction de vos champs de recherche. On peut demander uniquement pour un pays, uniquement pour une période, etc. Il y a donc tous les outils possibles pour rechercher de manière pertinente les résultats sur cette base de données. Vous avez sur la gauche la fiche telle qu'elle apparaît une fois qu'on a sélectionné une image, et puis des résumés qui arrivent sur la droite. En général, on travaille exclusivement avec des centres iconographiques scientifiques, universitaires ou reconnus dans le monde scientifique, aussi des grands musées comme par exemple le Metropolitan Museum de New York. Et donc les images ont déjà été analysées en histoire de l'art et datées. Et à partir de là, on peut nous travailler sur les instruments de musique en eux-mêmes. Donc, vous voyez, ici, on a mis en espagnol les éléments de l'organologie, de la présentation des instruments. Et vous avez également à peu près la fiche telle qu'elle se présente, à la fois sur la performance, celui qui joue de l'instrument lui-même, mais aussi les parties symboliques, c'est-à-dire pourquoi la musique est représentée ainsi dans les manuscrits ou sur les représentations iconographiques. Alors, justement, ici, vous voyez cette harpe romane dont je parle, de la musique médiévale, avec des représentations du roi David, et on voit qu'une forme s'impose pour la harpe en question, c'est cette harpe triangulaire, puisque le roi David, qui est supposé accompagner les psaumes avec un instrument de musique, l'accompagnait certainement plutôt avec une sorte de sitar, un instrument qu'on jouait un peu sur la poitrine. Mais progressivement, au XIIe et XIIIe siècle, c'est la Trinité, le principe de la Trinité qui est affirmé, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et du coup, cette Trinité qu'on voit apparaître sur toutes les grandes cathédrales gothiques avec les façades tripartites,
eh bien, elle s'affirme aussi dans la musique avec notamment la division ternaire dans la mesure, mais aussi cette forme triangulaire de la harpe que vous voyez ici sur ces deux images. Ici, la forme triangulaire, également ici. Donc, cette forme s'affirme. On la trouve notamment dans les harpes très célèbres de l'Irlande, la petite harpe irlandaise que vous voyez ici, mais aussi, bien sûr, dans les harpes que vous allez voir maintenant pour un modèle qui va s'affirmer dans le monde médiéval et ensuite la musique de la Renaissance. Alors, la question souvent se pose, c'est qui joue de cette harpe dans ces représentations? En réalité, on a beaucoup de représentations possibles. On trouve justement dans notre base Musiconis, David qui joue de la harpe, qui joue devant Saül, Juba, les anges, les sirènes, des nobles, hommes et femmes, des harpeurs, un peu les professionnels de la musique qui jouaient et qui se faisaient payer pour jouer au Moyen-Âge, et voire même des animaux. Alors, pour avoir beaucoup d'images et pouvoir faire des interprétations solides de ces représentations, nous faisons appel actuellement au SKY, qui est le Centre d'intelligence artificielle de Sorbonne Université, qui va nous aider à faire de la reconnaissance de formes, donc à reconnaître les instruments de musique dans les manuscrits, et notamment les manuscrits, puisque ces manuscrits du monde médiéval sont numérisés, digitalisés de manière massive, c'est très important, et c'est uniquement finalement l'ordinateur qui pourra retrouver très facilement ces instruments de musique qui sont disséminés dans des ouvrages très très différents, ouvrages bien sûr de notation musicale, comme on l'a vu, des ouvrages comme les psautiers, des ouvrages théoriques, des ouvrages aussi liés à la médecine. Donc, il y a beaucoup d'ouvrages possibles et c'est l'intelligence artificielle qui nous aide à travailler sur ce point. Alors, vous voyez, par exemple, ici, c'est le roi David qui joue, soit avec la Vierge, soit devant Saül, comme vous voyez ici, dans ces deux manuscrits. On le voit ici en train d'accorder la harpe, et ça, c'est une figure qui va être très importante. On le voit ici, le roi David accorde une harpe. Vous voyez l'affiche telle qu'elle apparaît dans la base Musiconis. Et on va s'arrêter quelques instants sur cette image très, très particulière, vous voyez, de ce personnage qui est en train d'accorder avec sa main gauche la harpe en question. En effet, vous voyez que lorsqu'il accorde son instrument, il a une clé qui est juste en lien avec ce trilobe. Donc là encore, c'est un lien direct de la harpe triangulaire avec la musique divine, donc l'origine divine de la musique telle qu'elle est affirmée dans le monde médiéval. Et donc, il est en train d'accorder son instrument en se mettant en lien avec une sorte d'harmonie céleste. Et c'est l'harmonie céleste qui va lui permettre d'accorder l'instrument. Et ensuite, vous verrez que le son qu'il accorde va immédiatement irriguer les textes qui sont sur les côtés, donc la lecture de ces psaumes. Et on voit que ce trilobe dans l'image est très important, comme l'avait montré Isabelle Marchesin. Et on voit le trilobe ici qui est complètement dans ce grand B, qui est le B du Beatus Vir, qui est la grande majuscule qui introduit ce texte. Mais en plus, il y a des cercles, comme vous voyez ici, des cercles qu'on peut retrouver facilement, qui sont aussi le symbole de la perfection au Moyen-Âge. Et cette perfection, elle est liée notamment à la division par 3 du temps musical, et notamment ce signe de mesure qui est symbolisé par le cercle ou le demi-cercle dans les manuscrits musicaux, notamment du XIVe siècle. Et enfin, vous voyez ici que la harpe que le roi David est en train de montrer, en réalité, elle se décolle de sa poitrine, ici, et donc on a cette décorporation de l'instrument qui va justement vers le texte en question une fois que c'est accordé. Donc tout ça est dans un système symbolique extrêmement sophistiqué, tel qu'on a pu le montrer avec Isabelle Marchesin dans un article que vous pouvez voir ici sur la diapositive. Donc là, on voit le manuscrit complet et ce grand B qui introduit le texte avec ce roi David qui accorde la harpe. Donc ça, c'était un peu pour vous expliquer que notre base de données n'est pas seulement sur la description des instruments, mais aussi on cherche à comprendre la signification de ces images.
Alors bien sûr, puisqu'on est, ensemble entre, j'allais dire, presque la France, l'Espagne, le Mexique et Indiana, je vous renvoie à un manuscrit très important qui sont les Cantigas de Santa Maria, parce que bien sûr, il y aura certainement un lien à faire entre la harpe médiévale, puis Renaissance espagnole, et la manière dont elle va s'introduire au Mexique par la suite. Et j'ai placé volontairement, mais j'y reviendrai, la harpe traditionnelle mexicaine que vous voyez ici sur la gauche. Mais le manuscrit des Cantigas de Santa Maria du roi Alphonse X le Sage est un manuscrit du XIIIe siècle, et on va écouter, si vous le voulez bien, si on l'entend bien, un extrait de la musique notée dans ce manuscrit. Voilà, j'espère que vous avez pu entendre un extrait de cette harpe romane. Et nous continuons à faire un petit peu le panorama de ces interprètes. Ici, Jubal, sur la cathédrale de Chartres, avec un instrument, vous voyez, qui a été sculpté dans la pierre et qu'un luthier qui s'appelle Yves d'Arcisas a pu reconstituer à partir de cette très belle représentation, même s'il est un petit peu abîmé, qui a pu reconstituer l'instrument pour des interprètes qui peuvent jouer la musique de cette époque. D'autres personnages jouent de cet instrument, notamment, et peut-être que c'est un lien d'ailleurs avec l'instrument finalement du roi David, cet instrument qui accorde et qui met en lien l'harmonie divine avec, j'allais dire, les différentes communautés terrestres qui sont un peu le royaume, et du coup les rois de France, les rois d'Europe, rois et reines, vont jouer très facilement de cet instrument, hein, voilà, de cet instrument qui est la harpe, un peu comme cette sorte de symbole de garantir et d'être les garants de l'harmonie. Alors, je sais bien que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé dans l'histoire, mais en tout cas, c'était certainement une volonté d'affirmer ou d'afficher cette volonté d'harmonie, ce qu'on appellera souvent d'ailleurs le concert des nations par la suite, toujours avec ces termes musicaux. Et ici, vous voyez sur la droite une femme qui joue de cet instrument pour vous montrer qu'on peut avoir à la fois la noblesse, hommes et femmes, pour jouer. Voilà un autre extrait de ces belles musiques du XVe siècle. Alors, j'espère que vous avez pu entendre. En tout cas, ces musiques sont rendues possibles grâce à la reconstruction de ces instruments.
Et donc, je vous ai parlé du roi David, de la noblesse, mais on a bien sûr aussi tous ces instrumentistes qui jouent des petites harpes, comme ici dans les stalles de la cathédrale d'Amiens. C'est une sculpture du XVIe siècle. Et c'était vraiment ce qu'on appelait les ménétriers, ménestrels d'abord, puis ménétriers, qui jouaient de ces instruments et qui recevaient une rétribution pour les musiques qu'ils pouvaient jouer et notamment accompagner le chant. Voilà, c'est ce qu'on trouve ici sur cette. Alors ensuite, on a d'autres représentations plus particulières, c'est qu'on voit souvent des instrumentistes qui sont des animaux. Voilà, les animaux qui jouent de l'art, ça paraît vraiment invraisemblable, puisque avec des gros sabots pour jouer sur les cordes, c'est plutôt une sorte de manière de se moquer de ces instrumentistes qui ne connaissaient pas la théorie musicale. Et c'est vraiment confirmé par les manuscrits, puisqu'il est dit souvent dans ces ouvrages théoriques ou de théologie, celui qui fait de la musique et qui ne sait pas la définir est semblable à une bête. En fait, la musique est enseignée, voire même à l'université avec les sciences, dans ce qu'on appelle le quadrivium. Et donc, on doit connaître les règles musicales, les règles, j'allais dire, de l'acoustique, les règles théoriques, les intervalles, etc. Et ainsi maîtriser très bien cet art qui, pour l'époque, est un art d'origine divine. Donc, ceux qui imitent les oiseaux, qui imitent le chant naturel, ce qu'on peut entendre, sont considérés comme gardant juste un esprit plutôt animal. Et donc, ils sont représentés d'une manière assez défavorable dans ces sculptures. Alors, vous voyez ici des espèces de monstres, des diables, etc. Mais ce qui est intéressant dans les images que vous voyez, c'est qu'on voit ici un instrument qui n'est pas exactement une harpe. C'est ce qui est très intéressant. En fait, vous voyez qu'il y a 2 rangées de cordes sur les côtés. Donc, de chaque côté de la caisse de résonance, vous avez 2 rangées de cordes ici. On voit bien d'ailleurs sur les chevilles. Et donc, ici, on a un instrument très particulier qui est représenté sur beaucoup de sculptures, notamment au XIIIe siècle, qui s'appelle la rote, R-O-T-E. Et là, je vais essayer de vous montrer à partir de l'instrumentarium de Chartres. Est-ce que vous voyez bien j'espère que vous voyez bien le changement d'écran. On est parti sur l'instrumentarium de Chartres. Vous voyez cet instrument qui a été reconstitué à partir d'une sculpture de la façade de Chartres. Et vous allez entendre un petit extrait de cet instrument restitué. Voilà, donc ça c'est vraiment l'instrument qui s'appelle la rote. Alors, j'espère que je vais pouvoir revenir à mon écran principal. Oui, voilà. La rote, et que l'on trouve sur un site qui s'appelle l'Instrumentarium de Chartres. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations. Alors, les images qui nous arrivent sous forme de série, hein, donc si je compare toutes les harpes qu'on trouve dans Musiconis et dans ces manuscrits, on peut y voir également des anomalies, c'est-à-dire en fait les organologues, les musicologues retrouvent ici des chevilles qui ne peuvent pas fonctionner ici, par exemple sur cette harpe-là, et plus grave encore, des plans de cordes qui ne correspondent pas du tout à la manière dont elles doivent être présentées face à une caisse de résonance. Vous voyez par exemple ici les cordes sur cette sculpture, elles arrivent bien sur la caisse de résonance, avec les chevilles qui sont ici sur cette partie. Là, vous voyez, on a les chevilles aussi zénitales, mais les cordes arrivent directement ici plutôt sur cette partie-là et ne donnent pas donc le même résultat sonore. De même qu'ici, vous voyez, les cordes sont dans l'autre sens. Voilà, elles devraient être plutôt dans ce sens-là. Donc, on détecte comme ça un certain nombre d'anomalies qui sont intéressantes pour vous dire que il faut être très prudent dans l'analyse de ces images, notamment dans le domaine de l'iconographie musicale. On ne peut pas reconstituer des instruments directement à partir d'un seul modèle. Il faut tout étudier et
il faut bien regarder s'il n'y a pas justement ces anomalies dans le plan des cordes, comme on peut le voir. Donc, on a un travail aussi qui est intéressant avec des luthiers qui vous expliquent aussi si les choses sont possibles ou pas. Et enfin, vous avez la harpe gothique qui est un peu plus grande, comme vous le voyez ici, et qui a un système aussi très intéressant qui est le système de harpion. Alors, vous voyez sur ces stalles en Espagne, à Léon, vous avez ce roi David qui est en train de jouer de cette harpe. Et là, vous voyez des petits ergots de bois qui sont sur la caisse de résonance et qui ont intrigué pendant quelques années les organologues, parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas un élément anodin, c'était un détail très important qui est ici. Et vous voyez, ça correspond en fait à ce qu'on appelle le harpion, c'est-à-dire une petite cheville de bois qui vient juste sur la corde. Vous allez voir ici, ça c'est sur une harpe plus récente, hein, qui est au musée de Boston. Mais on en voit ici sur un retable à Burgos, sur le célèbre tableau de l'agneau mystique de Van Eyck ici, et même dans les ouvrages de théorie musicale, ici, vous voyez la théorie musicale avec des petits harpions qui sont représentés et qui ont juste un effet de faire nasarder la corde. Alors, je ne sais pas si vous pourrez bien le traduire, mais ça, en fait, ça fait un peu vibrer la corde un peu plus et lui donner plus d'amplitude. Donc, la corde ici, vous voyez, touche juste ce petit ergot ici qu'on appelle le harpion et donne ce son très particulier. Alors, vous allez l'entendre d'ailleurs. Vous voyez ici aussi dans les harpes reconstituées, on voit ce petit harpion et vous allez entendre tout de suite un extrait d'une pièce justement où l'on entend le harpion qui va résonner. Alors, attendez, je vous mets le son. Voilà, donc une toute petite pièce intéressante pour vous, parce que vous entendez, certainement, vous avez entendu ce son qui se prolonge, hein, et qui résonne beaucoup plus. Et il faut savoir qu'à l'époque baroque, on va abandonner ce système et on va arriver à des instruments dont on va les débarrasser de ces amplificateurs de vibration, notamment sur le triangle, sur certaines percussions et sur la harpe. Voilà. Ici, vous voyez les reconstructions de ces harpes, notamment une deuxième, là, ici, celle de Saint-Jacques de Compostelle, reconstruite aussi par Yves Darcizas, qui fait tout un travail à partir de la sculpture et qui vous montre comment on peut faire fonctionner le plan de cordes de manière à ce que ce soit la meilleure acoustique possible. Voilà. Donc ici, l'instrumentarium de Chartres, je vous le montre encore, il y a tous ces modèles de harpe que vous voyez ici, et qui sont absolument intéressants à découvrir avec d'autres instruments à cordes, comme vous pouvez le voir également. Alors, ceci nous amène justement, ces reconstitutions et ce travail d'acoustique, nous amène déjà et ça c'est assez intéressant à voir que ces modèles de harpe qui sont certainement partis d'Espagne et qui sont arrivés en Amérique latine sont très répandus en Amérique latine. Vous voyez ici au Musée national d'anthropologie de Mexico, cette harpe avec ses deux pieds qui jouaient de cette manière-là, la petite harpe au centre. Et puis au Pérou, j'avais pris moi-même des photos de cette harpe qui est jouée, vous voyez, en procession, directement posée sur l'épaule. Et ça a été intéressant parce qu'on s'est dit, en regardant un peu ces harpes qui ressemblent beaucoup finalement à la harpe utilisée pour la musique médiévale, ce qu'on appelle la harpe simple, on s'est dit qu'on pouvait faire un travail très intéressant avec les pays de l'Amérique latine, notamment avec le Mexique. Et le projet qui nous a un peu réunis avec mes collègues de la UNAM, c'est le projet de harpe en carton, et je terminerai par ce chapitre. En fait, la harpe en carton, c'est un travail qui a été développé par Véronique Gonneau-Musson, qui est professeur de harpe et qui a travaillé avec un artisan pour voir comment on pourrait
fabriqué cet instrument simple, triangulaire, à partir d'un cadre en bois tout simple et des cartons recyclés et découpés qui permettraient de faire la caisse de résonance, puis des cordes en fil de pêche et puis des chevilles toutes simples. Ce qui vous permet de construire un instrument assez rapidement. Vous voyez l'instrument ici sur la gauche, un petit instrument qui ressemble beaucoup à cette harpe médiévale que je vous ai montrée, aussi à la harpe traditionnelle qu'on trouve en Amérique latine, qui pèse 2,5 kg et qui surtout n'est pas très cher. Voilà, qui permettrait évidemment, il y a tout un concept, vous construisez votre harpe, vous en jouez et après, bien sûr, vous pouvez passer à des instruments plus professionnels sans problème. Alors, il y avait la question, est-ce que sur le plan acoustique, cette harpe en carton a de bonnes qualités? Et c'est le laboratoire d'analyse, laboratoire d'acoustique musicale de l'Institut Jean Leron d'Alembert de Sorbonne Université avec le Collegium Musicae qui a fait ce travail pour analyser les qualités acoustiques de cette harpe en carton. Et en fait, les résultats sont bons. Et donc, on peut continuer à améliorer le modèle, car il est effectivement assez intéressant et on en a pu en voir une démonstration lors du mois du Mexique que nous avons organisé à Sorbonne Université. Donc, on a fait une série de conférences. On a invité notamment Véronique Gonon-Musso, que vous allez voir ici, et qui fait une démonstration de cette harpe. Alors, généralement, cette petite harpe médiévale que vous avez vue dans mon exposé est plutôt un instrument d'accompagnement par rapport aux harpes plus, j'allais dire, plus sophistiquées qu'on va voir par la suite et qui auront un répertoire de solistes. Donc, Véronique Gonon-Musso a présenté plusieurs pièces, donc des pièces d'abord de musique médiévale et puis une pièce d'Amérique latine que vous allez entendre maintenant, accompagnée par cette harpe en carton. Vous allez pouvoir entendre le son, j'espère que ça fonctionne bien. Ay, qué bonito
Voilà, alors j'espère que vous avez pu entendre le son de cette harpe en carton, c'est assez convaincant. On continue à travailler, donc notamment avec la UNAM, et d'ailleurs on organise une école internationale en juin prochain pour mettre ensemble des étudiants de Sorbonne Université, des enseignants-chercheurs en acoustique, en organologie, en iconographie, et on va travailler tous ensemble justement pour réfléchir à cet instrument qui finalement, cette harpe est un instrument qu'on a en commun, notamment la harpe simple, parce elle permet, notamment en Europe, de reconstituer ce répertoire du Moyen-Âge et de la Renaissance, et elle est très populaire au Mexique et en Amérique latine pour la musique traditionnelle. Donc, on a pas mal de choses à voir ensemble. Et puis, j'allais presque dire à John et à Julio Estrella qu'il y a aussi, bien sûr, possibilité d'avoir des créations contemporaines pour des instruments de ce type-là et pour toute la jeunesse qu'on cherche à former avec ces instruments nouveaux qui s'inscrivent, j'allais dire, un peu dans le développement durable avec les matériaux recyclés. Je vous remercie de votre attention. Pues al contrario, nosotros te agradecemos muchísimo, Frédéric, este gran recorrido. Me parece impresionante cómo en tan poco tiempo nos mostraste Au contraire, merci beaucoup à vous. Donc maintenant, je voudrais vraiment vous remercier de nous avoir permis de avoir aussi écouté la musique de la Bruja. C'est une chanson que j'adore, c'est une chanson mexicaine. Et comme Lucero a dit, donc la semaine prochaine, on aura la fête des morts. C'est une fête très, très grande, très importante ici. Donc, c'est très, très bon. C'est très adéquat pour l'époque de l'année, pour cette saison. Merci, merci beaucoup. C'est très, très bon d'avoir écouté cette pièce de la Sorbonne. Et aussi, moi, je voudrais souligner la tâche qu'on a comme musicien, non seulement de jouer, mais aussi de reproduire la musique, les pièces des autres époques et les vestiges. Moi, j'adore l'archéo-acoustique qui cherche d'une façon restaurée, récupérer à partir de ces sculptures que vous avez déjà partagées. Comment est-ce qu'on avait les sons dans des autres époques? Et aussi cette partie de l'iconographie aussi. en los que Et hemos desarrollado voilà, moi, H est fantastique et peut-être on a une imagination énorme parce que on peut voir ces expressions pictoriques dans le livre, pour moi, est vraiment magnifique, fascinante. Et à partir de l'observation, de l'étude de ces manifestations, c'est très important de comprendre comment marche l'art dans ces cas-là. On avait une question de Vic Romero et il demandait. Donc, moi, je vais lire la question pour vous, et Frédéric, parce que Julio n'est plus là, mais on avait une question. un Judith, trabajo. est-ce qu'il y a, ah pardon, j'ai perdu, est-ce qu'il y a des travaux dans Musiconis entre les relations entre les gestes des instruments acoustiques et sur des instruments électroniques? Je ne sais pas si c'est possible de répondre à cette question. Mon micro. Oui, je peux répondre directement. Merci pour Sí, cette para question. responder directamente esta pregunta. Alors, en fait, la base Musiconis, elle est exclusivement réservée au Moyen-Âge jusque la Renaissance. Donc, ça s'arrête à 1550. Il n'y a pas j'allais dire, de représentation d'instruments plus modernes. Voilà, donc c'est uniquement pour cette partie historique. Mais je rebondis quand même sur cette bonne question, car à Sorbonne Université, on a travaillé sur gestes acoustique musique. Donc, on a travaillé avec des collègues qui ont mis des capteurs, sur les membres et les mains des musiciens
pour mieux comprendre comment ils s'approprient l'instrument et par exemple pour voir comment ils peuvent quasiment jouer sans instrument, uniquement en ayant l'instrument en tête. Alors, je donne l'exemple, c'est des pianistes qui vont à leur école de musique et qui s'entraînent dans les transports en commun à jouer. Et on voulait savoir si les gestes qu'ils font sans l'instrument sont exactement les gestes qu'ils feraient quand ils ont l'instrument. Et on a la même chose avec des instruments à cordes, ou bien les batteurs, vous savez, qui s'entraînent chez eux sans avoir l'instrument. Alors ça, c'était très, très intéressant parce qu'on a eu de beaux résultats. Donc, je recommande à Madame Romero de voir les articles qu'on a pu publier dans ce domaine-là. C'est pas ma partie, mais ça peut l'intéresser. Effectivement, il y a un travail important entre les gestes et l'instrument de musique. Ça a été travaillé à Sorbonne Université. Muchas gracias, Frederic. Hay otra pregunta para ti de Federico. Merci beaucoup, Frédéric. On a une autre question. Comment De las cuerdas. une harpe, un carton peut maintenir la tension entre les corps et si c'est similaire au mécanisme d'une harpe réelle? Oui, alors en fait, peut-être j'ai pas assez insisté, mais le cadre de l'instrument est en bois. Hein. Le cadre de l'instrument est en bois. Quand on dit la harpe en carton, et le carton, c'est la partie qui c'est la caisse de résonance en fait. Hein, voilà. Donc c'est une très bonne question. Le carton ne pourrait pas subir la tension des cordes. Donc on a d'abord le montage d'un cadre en bois et ensuite on place la caisse de résonance en carton. Je ne sais pas si dans la traduction c'est bien dit comme ça, mais en fait voilà, il y a bien un cadre en bois. Sí, el marco del instrumento, sí. Oui, le cadre de l'instrument, d'accord. Si je peux rajouter une chose, dans le projet qu'on appelle harpe en carton, évidemment, c'est un peu provocateur hein, pour faire le buzz, comme on dit en français. Mais en tout cas, l'idée toujours, c'est que ce soit des choses faciles à manipuler, parce que l'idée, c'est que les jeunes, enfin, les personnes qui sont intéressées, évidemment, là, on s'intéresse beaucoup aux jeunes qui veulent jouer cet instrument, qui est un instrument trop cher pour débuter. Donc là, l'idée, c'est qu'ils soient capables déjà de le construire pour bien comprendre le mécanisme acoustique, ce que c'est qu'une caisse de résonance, les chevilles, comment accorder, mettre les cordes, etc. Donc, ils doivent d'abord le construire. Il ne faut pas l'acheter, j'allais dire, directement. Donc, l'idée, ce n'est pas de le construire d'une manière industrielle. L'idée, c'est de créer des ateliers pédagogiques pour que les personnes qui s'intéressent à cet instrument le construisent et ensuite le jouent. Et puis après, ils peuvent acheter des instruments plus chers. Muy bien, muchísimas gracias, Frédéric. Très bien, merci. Merci. También una pregunta Frédéric. a John con Donc, respecto a la música. Moi, maintenant, j'ai une question pour Giorgossi. En général, comme compositeur, on travaille beaucoup avec l'écriture des feuilles de musique. Donc, je ne travaillais jamais avec la musique électroacoustique, mais cet élément des sons à travers de ces recours aux ressources mais ça me fait sentir peur parce que parfois je pense, je ne saurais pas comment faire cette écriture, cette création. Donc, je pense que peut-être il est un peu libérateur de créer la musique de façon plus directe sans passer par une feuille de musique qui soit comme ça, ou pour avoir la possibilité d'avoir une interprétation d'une manière plus simple. Mais par exemple, quel était ici, comment étaient les processus, quelles étaient les étapes
Comment est-ce que vous l'avez compris dans votre propre expérience? I want to go back to something I said Moi, je voudrais which was that retourner à une chose que j'ai dit lors de ma présentation sur la musique électronique. there is a La distinction musique dépend those des personnes qui la jouent. more Donc, similarly to si on pense d'une manière plus similaire really focusing on à la notes, musique such du passé, on avait, denotated conventionally. où on mettait So l'accent sur les notes interested in a ou completely parfois kind of sur les sons. Donc, c'est un monde 1940s totalement in différent, France where les mondes de son. Et en France, on avait un and mouvement that's kind of the origin of a lot of what we do, musique, and it is not easy musical où to notate this. And so moi, it makes j'ai me vu que think, c'est pas how facile much is the d'avoir notation ce type de itself conception et in cela me fait imagining penser music à la notation, par exemple. La notation est une composers chose using importante à la musique. Je dirais que oui, c'est très important pour que les compositeurs l'utilisent pour aller au-delà, pour demander à quelqu'un de faire la musique. there can be C'est this une all manière de penser à la musique aussi. sound Et that aussi, amenable on a des to sons électroniques easily et recognizable way. And so I think donc on ne peut pas les noter d'une manière qu'on peut reconnaître. Donc, on continue à travailler thinking of the et music on apprend having that kind des façons pour penser à la musique sans avoir ce type de notation. of private to us. On a des And connotations qui sont plus privées pour performer nous. Et si, par exemple, si vous demandez à un artiste, un interprète, s'il comprend les notations, donc je vous dirais qu'on aura une transmission imparfaite qui va dépendre spécifiquement de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend et non vraiment sur ce qui se trouve sur les feuilles. Donc, c'est très complexe, mais c'est intéressant. Oui, donc tous les exemples qu'on avait écoutés parlent de cet exemple ou de cette partie humaine, ¿no? comme Muy une bella. façon También se genera d'exprimer esta une atmósfera de sensation colores d'une o manière très, sonoros que très son belle. muy hermosos Si y on que sí, pense definitivamente aux algo couleurs pues de des sons, gran par exemple, calidad cela va dentro de la ouvrir un chemin de grandes possibilités dans la création musicale. Je pense qu'on pourrait parler ya euh, que porque hemos estado pendant hablando hoy beaucoup de temps, mais si vous parlez de votre proposition rythmique, de la recherche, ou cette recherche selon les sons, donc on n'a pas plus de ustedes on voit quieran pas des autres questions sur les chats. Donc, je ne sais pas si vous avez des autres commentaires par rapport à ce sujet. Donc, on a une demande de partager un lien ou le lien de vos travaux et de vos œuvres. Ou est-ce que Miguel Ángel peut comprendre un peu plus de votre travail? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager ou pas. Ou au contraire, on finira la séance. I think I've said all that I really need to now, but I will put a link in the chat that will Je vais partager un lien sur les um, chats pour que vous trouviez les travaux de mon travail, le travail de Chihuang et de nous tous. Très bien, donc c'est le moment de finir la séance. Donc, je voudrais vous remercier l'Université de la Sorbonne, d'Indiana, à l'UNAM, à travers de la Coordinación de Humanidades, a todos ustedes, a Fred, les a départements a Chi, d'humanité, a à Freddy, a à John, à Chi, Lucero, que Molly, tremendo Lucero, à tous. esto, pues, Moi, je sais que c'est très difficile de faire les travaux a nuestros et donc tout traductores, ça mérite aussi un grand travail, les traducteurs, les interprètes. Je que pense les que peut-être agradecemos c'est difficile, donc on vous remercie aussi, nous sommes reconnaissants. Donc, c'est très bon pour nous de partager nos idées et dans nos langues maternelles.
Donc, merci à tous et à toutes, à la Fondation Espacio Giancarlo. Comme quelqu'un a déjà mentionné, aujourd'hui serait l'anniversaire des colons. Il aurait 109 années et la vidéo de Julio a été une espèce d'hommage de son travail. de esta Et serie aussi, de je voudrais vous inviter à suivre les webinaires suivants. On parlera des villes et aussi le 17 novembre à la même heure. C'est un sujet qui est très, très actuel, très contemporané et donc c'est très rythmique dans nos rythmes. muy interesante. Entonces, espero que no haya olvidado agradecer. Donc, on pense que sera très, très bon Pues les agradecemos su presencia, sus et preguntas. très intéressant. On continuera à partager nos idées. Alberto, il m'avait De invité nueva aussi pour faire partie comme modératrice encore une fois. Donc, merci. Moi, je vais retourner. Donc, merci. C'était très enrichissant. C'était très, très bon. Et j'espère que ça serait la première fois qu'on se rencontre. Donc, merci. Bonne soirée, bonne journée. Ça dépend de où est-ce que vous vous trouvez. Ici, il est la matin encore. Donc, merci et au revoir à tous. À bientôt. Merci.